Bonjour Isabelle. Bonjour T'as eu Mario. une belle fin de semaine de l'Action de grâce? Oui, ben écoute, j'étais tout près de Mar-a-Lago. Ah oui? Mais Donald Trump n'y était pas. Ben non, il était au occupé Moyen-Orient. ailleurs. D'ailleurs, où il a annoncé une paix éternelle. Oui, il a dit 3000 ans pour en arriver à ce moment historique. C'est Mais vrai, là, il est sûr que la paix... Il faut lui lui, il donner est le crédit. convaincu. Oui, regarde, on n'entrera pas dans la gang de ceux qui vont le pilonner jusqu'à la fin. Il faut quand même reconnaître que sous les pressions de Donald Trump et de ses équipes, fortes équipes quand même de négociateurs américains, c'est quand même ça. Là. Ils ont obtenu un succès il a indéniable. obtenu cette journée effectivement historique. Après, ça va être une journée où ça va être effectivement une paix qui peut être durable. Moi, sincèrement, je pense que dans cette région du monde, il y aura toujours un conflit entre Juifs et Palestiniens. Comme il le disait lui-même, ça fait 3000 ans que ces peuples-là s'arrachent le cœur, le corps, la tête, le territoire, que des centaines de milliers de personnes font les frais de ça, de civils meurent. Et la meilleure preuve, c'est ce qui s'est passé depuis 2 ans. Alors, cette paix-là va-t-elle durer? Écoute, on le souhaite tous. On le souhaite de tout notre cœur. On le souhaite tous. Mais je trouvais que les propos de Trump étaient, le moins qu'on puisse dire, imprudents sur cette question-là. Tu dis, quand tu connais l'historique, même des dernières décennies, comment tu peux dire que là, la paix, elle est là pour durer? On est sûr qu'il n'y a aucune inquiétude. Écoute, la preuve, c'est qu'il y a déjà 6 Palestiniens qui ont été tués ce matin dans les dernières heures parce qu'ils ont franchi la supposée ligne de démarcation tués par l'armée israélienne. Et les deux parties, les Palestiniens et Israël, disent que le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Non, exactement. Fait que s'il y a vraiment un processus de paix qui est véritablement enclenché, puis là, la libération des otages témoigne de ce premier geste pacifique. Mais tu sais, il faut aussi rappeler qu'ils sont 20 otages à être sortis. C'est même pas 10% de tous les otages qui avaient été faits prisonniers. Plus de 90% des otages israéliens sont morts. On a libéré beaucoup d'otages palestiniens également. C'est formidable pour les familles. Même celles qui ont perdu un proche le disent aujourd'hui. On est toute une grande communauté, puis on est ravis de ce qui se passe. On est soulagés. C'est une joie immense. Mais quelle est la suite? Quel est le plan? Puis je pense que c'est le premier ministre du Royaume-Uni qui disait aujourd'hui, on a fait l'histoire. Hier, il disait ça. Aujourd'hui, on a fait l'histoire. Maintenant, il faut voir c'est quoi le plan. Là. C'est quoi le plan demain? Déjà, il y a des convois. Là. On demande la réouverture de tous les convois humanitaires. Puis déjà, les premiers camions de vivres qui sont pointés à Gaza ont été pillés. Moi, je me souviens, en 1994, j'ai couvert la guerre au Rwanda. J'ai vu l'aide humanitaire arriver, j'ai vu des convois, j'ai vu aussi ce que l'humain fait quand c'est pas contrôlé. On pousse les femmes, on piétine les enfants, on peut faire la poche, là. Puis cette poche-là, que ce soit du riz ou des petits carrés de biscuits, là, l'aide humanitaire, souvent, ce sont des biscuits hyper protéinés qui t'arrivent, tout le monde les arrache, ils sont prêts à tuer pour manger quelque chose. Puis c'est pas un jugement, je l'ai vu, j'ai pu observer quand... Moi, j'y étais avec des gens de MSF, toutes sortes d'autres ONG, puis j'étais comme beaucoup d'observateurs qui viennent pour la première fois et qui voient une zone de guerre comme ça. Tu te dis, ben voyons donc, on fait quelque chose. Moi, je voulais nourrir tout le monde. Puis ça marche pas de même. À un moment donné, on m'a pris dans un coin pour me dire, regarde, calme-toi, ça marche pas comme ça. Ici, il faut que ça soit encadré, il faut qu'il y ait des règles. Sinon, c'est le foutoir total. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Alors ça, c'est hyper important. En ce moment, je dirais que c'est probablement ce qui est le plus important, c'est de s'arranger pour que les convois humanitaires rentrent à Gaza sous haute protection. Là, on parle de désarmement du Hamas. Moi, je te l'ai dit l'autre jour, j'y crois pas du tout. Là, on parle de peut-être une gestion... T'as des dizaines de milliers de déplacés qui vont revenir, qui n'ont plus de maison. Tu sais, des complexités, t'en veux-tu, là? C'est les convois, qui va gérer ça? C'est-tu le Hamas qui va gérer ça? Parce que là, on parle même... Donald Trump, il a dit qu'il allait penser à ça dans l'avion, là, qu'il ramène à Washington. Ça va avoir quelle allure, là, la gestion de Gaza, puis de la Cisjordanie et de tout ce territoire-là. Il va voir si c'est un peuple, deux peuples. Il va penser à tout ça, lui, tout seul dans son avion, là, avec sa gang. Là. Sincèrement, ça fait pas très sérieux. Je pense que la communauté internationale devrait réfléchir à tout ça. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ni le Hamas ni Israël étaient là hier là, pour négocier tout ça. Les Turcs voulaient pas Israël, puis je pense que le Hamas n'aurait pas été bienvenu parce qu'on rappelle, même ceux qui le nient encore aujourd'hui, je rappelle que le Hamas est quand même celui par qui cette tragédie est arrivée le 7 octobre il y a 2 ans et que c'est un groupe terroriste.
et que ça serait la dernière bonne affaire pour les gens de cette région du monde d'être sous gestion des frères islamistes ou mais de là, l'État. on a invité l'autorité palestinienne, mais qui a crédibilité bien faible. Est-ce qu'on pourrait la renchausser ou la rabibocher à partir là, du processus de paix en cours, peut-être? Il y a tellement à faire et je pense que c'est à partir de maintenant que commencent les vraies négociations pour mettre en place ce plan-là dont on sait encore aujourd'hui très peu de choses finalement. Tu sais. Donc, la première étape s'est bien passée, mais donc on résume ça en disant bravo à M. Trump pour cette première étape. Il est un peu optimiste pour la suite. Ah, mais il veut déjà s'attaquer à l'Ukraine. Là, maintenant, pour lui, c'est réglé. Tchèque, Gaza, maintenant l'Ukraine. Il y avait Vladimir Zelensky qui s'en va à Washington, je pense, cette semaine. Vendredi. Alors, mais t'as vu notre président Carney Ben oui, qui était là en Égypte, au sommet de la paix en Égypte. Ben, tant mieux, puis c'était bien qu'il soit là, mais selon Donald Trump, c'est comme s'il l'avait appelé pour dire hey, « je peux-tu y aller? » Mais ça nous aide pas, nous, pour le bois d'œuvre. Ça nous aide pas pour les tarifs. Écoute, sur les ameublements de cuisine, ça nous aide pas pour rien, sinon qu'ils ont l'air d'être un peu plus bodés. Un petit peu plus body, ce qui est pas mal, mais j'ai envie de dire, gars, mon chami, là, c'est parce que 10% sur le bois de construction. Ça rentre en vigueur, c'est rentré en vigueur à minuit la nuit passée. Exactement. Puis ça, il faut bien comprendre, c'est pas nous là, qui allons payer le 10%, c'est les Américains. Et l'impact, c'est qu'ils vont moins commander, ou en tout cas, ça va coûter plus cher à se faire une shed aux États-Unis. Et puis pour les ameublements de cuisine, c'est 50% en janvier prochain. Là, ça commence 25, mais ça va être 50. C'est quand même assez majeur. Fait que, tu sais, c'est bien la bonne relation, mais il va falloir à un moment donné qu'on ait que ça soit. Ben voilà, exactement. Et pendant ce temps, plusieurs régions du Québec manquent d'eau. On a parlé tout à l'heure d'un agriculteur qui transporte l'eau dans des citernes sur ses trailers de tracteurs, qui en commande aussi par camion-citerne, qui va prendre sa douche chez des voisins pour pas dépenser l'eau pour que ses vaches puissent boire. Écoute, en Gaspésie, en Estrie, une région qu'on connaît bien, même à Montréal, il y a le 30 à 50% moins eu de pluie que la normale. Je te parlais de l'Estrie. En Estrie, je sais pas si toi, t'es sous gestion aqueduc maintenant, toi. Ouais. Mais moi, j'ai un puits, puis j'ai eu des problèmes cet été avec mon puits. Parce qu'aussi, des fois, tu sais, on a une consommation urbaine de l'eau. On n'a pas toujours une consommation économique. Il va falloir qu'on change beaucoup nos habitudes de vie par rapport à l'eau, à notre façon de gérer l'eau. Mais on le voit sur les cours d'eau, les rivières. Tu passes sur des ponts, tu regardes, mettons, sur la route, tu passes sur un pont, tu vois la rivière en dessous, tu vois des roches. Le niveau du fleuve, le niveau des lacs, les marinas, ça a été un enjeu dès cet été. Et là, tu as parlé aux agriculteurs, mais je veux dire, il y a des citoyens. Tout à l'heure, je vais en parler à mon émission à 13h. Je vais recevoir quelqu'un qui, depuis 3 semaines, se lave de 20 à 50 kilos. Il y a 2 spots pour se laver parce qu'il n'y a plus d'eau dans son puits. Son puits, il est vide, il est à sec. Le puits de son voisin aussi. Tout son coin, là, ils sont tous à sec. La nappe phréatique a baissé. T'es sur la roche, t'es sur la terre. Il n'y a plus d'eau. Là. Alors, il est obligé d'aller chez quelqu'un qui connaît à 20 km, une autre personne à 50 km. Et je vais recevoir aussi Olivier Primo, qui a quand même sous permis, il a acheté ça, 36% de l'eau potable du Québec. Moi, ce bout-là, sincèrement, je comprends pas qui l'a échappé. Comment le gouvernement... Où est le gouvernement dans ces affaires-là? Lui, il a racheté des droits. C'est-à-dire que présentement, on en a des droits et on en a donné à Coke, on en a donné à Pepsi, des embouteilleurs, puis tout ça. Mais il n'y a pas quelqu'un au gouvernement qui a... Oui, d'accord, je comprends, Mario, que l'eau est supposée être à tout le monde. Si tu la mets dans une bouteille... Sauf là où tu as des permis de pompage. Voilà. Mais... L'eau potable, elle ne peut pas appartenir le tiers de l'eau. Olivier Primo ne veut pas en abuser, il suggère... Non, lui, il dit, j'ai un plan de valorisation, puis ce qu'il fait, j'aime bien son approche, même s'il dit, on me reproche de vouloir faire éventuellement de l'argent avec ça. C'est sûr que je vais faire de l'argent, mais je le blâme pas, il l'a acheté. Moi, je pense que le gouvernement devrait y acheter ses permis pour qu'on ramène ça. Oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça tout de suite. Peut-être que ce serait mieux d'avoir quelqu'un de débrouillard que le gouvernement. Si on veut pomper l'eau, puis... Mettons qu'on a des... Parce que moi, je commence à penser qu'il y a des besoins et des besoins... Tu peux pas en arriver à... T'es déjà que, comme aujourd'hui, si tu veux pas acheter de l'eau en bouteille, t'as juste ouvrir ton robinet puis tu bois de l'eau, tu comprends? L'eau, c'est comme l'air. Non, mais là, on en manque à plusieurs endroits, là. Ouais. Quelqu'un qui a pensé à des réserves d'eau, là où il y a des quantités, parce que lui, il y a des quantités qu'on peut pomper. 36% de l'eau potable sous permis au Québec. Ouais. C'est énorme. Mais c'est énorme, puis pas en même temps. Parce que l'eau potable sous permis, c'est même pas 1% de l'eau, là. C'est très, très peu, là. C'est 36%, mais 36%... De sous permis. C'est ça. Oui, mais quand même, c'est beaucoup d'eau.
Mais celle qui n'est pas à lui, là, quasiment toute à des Américains là, qui embouteillent pour faire de la liqueur. C'est pas mieux. Mais ça, c'est comme nos forêts, c'est comme nos ressources naturelles, tu comprends? On dirait qu'on s'occupe pas de ça. Peut-être que dans quelques années, on dira que c'est lui qui est un génie. Là. Et moi, j'ai vécu ça en Italie. C'est ça, vivre dans l'abondance, on dirait. Hein? On pense pas à ça. Tu sais, quand je te dis, le flusher, 40 litres d'eau à chaque fois, puis tu mets ta soie dentaire. Donc, faites pas ça. C'est très mauvais pour l'usine de filtration parce que ça se pogne dans les turbines. Mais il va falloir qu'on pense à économiser l'eau aussi. De toute façon, ils vont nous la charger. C'est déjà commencé dans certaines municipalités au Québec. C'est comme autant qu'on n'est pas dans problématique, il n'y a rien qui se passe dans le comportement. Non. Ben l'eau, pour une bonne partie, on la puise dans des cours d'eau, dans le fleuve, puis on la remet dedans. Là. On la puise, on la filtre, on la remet dedans. Il y a un article ce matin dans le Journal de Montréal, vider le lac Ontario pour remplir le Saint-Laurent. Non, mais ça, c'est la fin de semaine prochaine. Oui, là. Pour 2 jours. Ça va être comme vidanger une piscine olympique toutes les 2 secondes. Mais c'est pour vraiment pour permettre aux marinas de sortir les bateaux. Pour donner un coup d'eau dans le fleuve. Complètement. Merci Isabelle. Merci.